Bonjour Essar Midani, vous êtes à Damas, en direct avec nous, en vidéo, et vous avez accepté, et je vous en remercie chaleureusement, de participer à ce premier site rep, ce tout premier site rep sur la Syrie. Donc je vais vous laisser vous présenter pour que ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce qu'il y en a qui ne vous connaissent pas encore, puissent vous découvrir, et ensuite je vous laisserai faire une rétrospective de ce qui se passe en Syrie depuis 2011, peut-être même avant, et aborder l'actualité de la Syrie sur les événements qui se sont produits ces derniers temps. Voilà, je vous laisse vous présenter. Merci. Bonjour Tom et bonjour à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient. Je suis Aïssa Midani, je suis une citoyenne franco-syrienne, donc syrienne et française, née à Damas, et j'ai fait mes études secondaires, primaires, secondaires. Toutes mes premières années ont été faites en Syrie, donc j'ai quitté la Syrie à 19 ans pour faire des études de doctorat de chimie à l'université de Paris et par la suite donc j'ai travaillé quelques années dans la chimie pour revenir à la fac et faire des études d'informatique. L'informatique était toute récente à l'époque, donc et c'est l'avenir. Donc je suis Oui. revenu à la fac pour faire des études d'informatique. Donc j'ai une maîtrise d'informatique et un doctorat d'informatique. Dans la pratique métier, je peux dire, toute ma vie active a été pratiquement en France. J'ai été consultante au niveau des entreprises en système d'information et en organisation, direction de projet et conduite du changement. Donc pendant toutes ces années, je peux dire que j'ai toujours été très active et très sensible à la détresse des gens et à la détresse du monde. Donc j'ai été toujours plutôt du côté des opprimés, du côté des peuples aussi qu'on veut dominer et qui cherchent à se libérer. Donc de ce fait, bien sûr, vous en concluez, je suis aux côtés du peuple palestinien, Oui. aux côtés du Vietnam depuis pendant l'agression américaine contre le Vietnam, du côté de l'Algérie aussi pour l'indépendance de l'Algérie. Et aujourd'hui, et comme toujours, j'ai été aussi aux côtés du peuple syrien face aux impérialismes et face aux dominateurs. Alors, Donc, qu'est-ce alors, qui se passe en Syrie? oui, Voilà, pardon. excusez-moi, Essar, je voulais insister sur un élément très important pour couper court à toute polémique. C'est que vous étiez, et c'est pour ça que vous avez probablement fait vos études en France et pas en Syrie, c'est que vous étiez considéré comme une opposante politique au régime politique de votre pays à la base. En fait, effectivement, j'étais dans l'opposition, mais dans une opposition Démocratique. patriotique qui vise le bien du pays contre la Syrie des privilèges, pour une égalité des chances, pour qu'il y ait une planification plus rationnelle et une évolution plus rapide. Donc, en fait, on peut dire effectivement, dans l'opposition par rapport à tout ce qui n'allait pas, mais en fait, pour les points importants, cruciaux, nationaux, j'ai toujours été une fervente défenseur de la patrie et une fervente partisane, je peux dire, de l'indépendance nationale, de la souveraineté nationale, et de l'Union arabe, de l'unité arabe. Je me rappelle, j'étais toute gamine lorsqu'il y a eu la République arabe unie en 1958. J'étais parmi les plus mobilisés, tout en étant, malgré mon jeune âge, j'ai été
très mobilisés pour cette union. Et j'ai été vraiment malheureuse aussi lorsque cette union a été cassée en 1961 aussi, malgré mon jeune âge. Et bon, donc en 63, lorsque le parti Baas est arrivé au pouvoir, j'étais mitigé parce que d'un côté, il affichait l'unité avec les autres pays arabes, mais de l'autre côté, on était quand même sur une base de cassure, je peux dire, entre l'Égypte et la Syrie, puisque la République arabe unie a été redivisée en Syrie et Égypte. Bon, les pratiques du parti, l'idéologie du parti Baas m'attirait beaucoup parce que c'était basé sur le socialisme, basé sur aussi l'égalité des chances et favoriser les classes travailleuses. Mais d'un autre côté, ils avaient aussi une pratique qui était une pratique un petit peu dictatoriale, dans le sens où ils reniaient les autres et ils ne voulaient pas laisser de place au pouvoir aux autres. Donc bon, mais c'est moi j'étais quand même dans le camp des forces progressistes qu'on appelait à l'époque les forces progressistes. C'était les forces qui unissaient les socialistes, les communistes et les nationalistes arabes en fait dans un même front qui était le front du développement et du progrès. D'accord. Donc voilà. Merci de cette précision parce que comme ça, merci de cette précision parce que comme ça, il y a beaucoup de gens qui vous accusent d'être fanatiquement pro Bachar, pro Hafez el-Assad à l'origine, quoi. Alors que c'est pas le cas. C'est plutôt une opposition démocratique, mais une opposition idéologique. Voilà. Tout à fait. En fait, une opposition dans la pratique et une opposition par rapport à tout ce qui ne va pas dans le pays. Et ça, c'est une opposition très saine et il n'y a pas d'inconditionnel. Je n'ai jamais été inconditionnel de qui que ce soit, ni de quoi que ce soit. Je suis juste une inconditionnelle de l'indépendance de la Syrie et une inconditionnelle de sa souveraineté nationale et donc aussi de l'unité de notre lutte avec la lutte du peuple palestinien pour la libération de la Palestine. Je tiens à rappeler que la question palestinienne est la question qui tient à cœur de tous les pays arabes et tous les peuples arabes. Malgré les trahisons successives à travers l'histoire, c'est quand même une question clé qui est au cœur de chacun de nous. D'accord. Alors, abordons maintenant l'histoire malheureuse de la Syrie depuis 2011. Je vous laisse développer parce que vous savez exactement ce qu'il en est depuis ces premières manifestations qui ont été réprimées pas forcément par la police mais par des individus qui semblaient extérieurs et qui voulaient manifestement provoquer ce qu'on a abusivement appelé un printemps arabe. En effet, alors bon, moi j'étais en France et les premières manifestations ont été réputées par les radios françaises, CNN, BBC, Al Jazeera, etc. en disant il y a des manifestations immenses qui sont largement réprimées, etc. Et en fait, à chaque fois que je téléphonais en Syrie, on me dit, mais écoutez, il n'y a pas de manifestation, il y a vaguement quelques personnes qui partent des mosquées. Et puis, voilà, bon, on a vu des images complètement horribles sur les télés d'Al Jazeera, etc. Mais à chaque fois que je téléphonais en Syrie, on me disait, bah, il n'y a rien. En fait, il y a tout à fait rien autour de nous. Du coup, en 2011, j'ai décidé de venir en Syrie, en fait, passer un mois tous les 2 mois pour m'enquérir de la vérité du terrain, de la réalité, de ce qui se passe. Effectivement, la fameuse guerre ou les grandes manifestations et la grande répression n'avaient lieu que sur les écrans de télé. Et dans la réalité, même dans les lieux qui étaient
décrit à la télé, il n'y avait strictement rien. Donc c'était déjà un grand pas dans le mensonge et dans la manipulation de la réalité. D'un autre côté, il y avait effectivement quelques manifestations, et puis il disait qu'il y avait des morts, et par la suite, on découvre qu'il y avait des francs-tireurs sur les toits, sur certains toits, ce qui tirait aussi bien sur les manifestants que sur les forces de l'ordre. Alors, je tiens à rappeler quand même que ces manifestations ont commencé en exigeant quelques demandes. Les demandes étaient la levée de l'état d'urgence, la libération des prisonniers d'opinion, l'autorisation des manifestations pacifiques, hein, et puis le changement de l'article 8 de la Constitution qui stipulait que le parti basse était responsable de l'économie, de la planification, responsable de la vie civile, de la vie sociale, etc. C'est un article en fait autour duquel l'ensemble de la Constitution se tenait, puisque c'est une constitution d'un pays à parti unique, à l'image des pays socialistes de l'époque. Hein. D'accord. Voilà, donc très rapidement, l'État syrien a accepté effectivement ces revendications, mais rien n'y a fait. Sauf pour l'article 8, pour lequel il disait changer la Constitution, ça ne se fait pas en 2 jours, d'autant plus que l'article 8 est un article qui est clé dans la Constitution, oui. Et ce n'est pas un homme ni une personne qui peut décider du changement de la Constitution, c'est tout un processus et un ensemble un comité important qui doit refaire une proposition à un Parlement qui lui doit approuver effectivement, ou il faut faire un référendum. Par contre, alors que le droit de manifester a été autorisé, les manifestations ont continué à se faire, et aussi à agresser. Les premiers morts, je tiens à le dire quand même, les premiers morts dans les manifestations, c'était les forces de l'ordre. Oui. Et sans parler des attaques qui ont été faites contre des quarts de soldats dans le sud, à Deraa, et des attaques contre l'école militaire, l'école des officiers, qui a été faite aussi à Josrochpour et dans le nord de la Syrie. Donc toutes ces agressions et toutes ces violences ont commencé par ont fini par être de vraies agressions, et mise toujours sur le dos de l'État, sur le dos du gouvernement, sur le dos du président. D'accord. Pendant ce temps, moi j'étais en France, et il s'est passé un certain nombre de choses qui sont très très importantes. D'abord, une réunion qui s'est tenue à la mairie du 14e, à laquelle assistait une réunion organisée par la soi-disant opposition, là, Burhan Ghalioun, Basma Qadmani, Farouk Mardanbek et autres, dans la mairie du 14e à Paris, et nous avons assisté à cette réunion. Ce jour-là, j'avais posé 3 questions à Burhan Ghalioun, qui m'a répondu d'ailleurs à très petite voix. Les 3 questions étant quel est l'horizon à supposer qu'on veut faire abdiquer le régime, comment le faire sans que ce soit un bain de sang, sachant quelle est sa structure, pas seulement policière, mais sa structure de défense. Hein. Deuxième point, on sait qu'il y a un traité de défense réciproque aussi avec l'Iran. Et troisièmement, quelle est l'alternative, hein, parce que qui va diriger le pays? Faire chuter un régime, c'est bien, mais il faut quand même une alternative et une direction qui reprennent la main.
En fait, la réponse a été une réponse très évasive, dans laquelle il me disait, de toute façon, le mouvement de masse va dégager des dirigeants. De toute façon, il faut faire confiance au peuple, disait-il. Oui. Et puis, deuxièmement, de toute façon, effectivement, si l'Iran se met à défendre le pouvoir syrien, et ben la Turquie rentrera et il y aura une guerre entre la Turquie et l'Iran. Ah oui. Alors là, j'étais vraiment très choqué, Oui. et comme beaucoup de personnes d'ailleurs qui ont entendu cette réponse et qui ont dit, bah alors c'est bizarre, pourquoi il parle comme ça? Ça veut dire qu'il est d'accord déjà, qu'il y a déjà des choses sous la table et des choses anguilles sous roche, quoi. Oui. Donc de là, on est sorti. Moi, j'étais tout de suite persuadé qu'il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Et donc, j'ai invité le lendemain à organiser une réunion pour le débat, puisqu'on veut la démocratie. Et ben, commençons à travailler ensemble pour une démocratie. Débattons au moins quel type de société on veut, quel type de pouvoir on veut, et apprenons à travailler ensemble. D'accord. Donc j'ai invité Burhan Ghalion, j'ai invité Basma Koudmani à une réunion que j'ai organisée dans le 15e arrondissement, et tout de suite, quand ils ont reçu, alors l'ordre du jour de cette réunion, c'était le point 1, la situation géopolitique de la Syrie, la deuxième point, la situation économique de la Syrie, et troisièmement, quel type de démocratie nous voulons et comment aller dans le sens de la construction démocratique. Immédiatement, par retour de mail, Burhan Ghalion me répond qu'il n'est absolument pas d'accord ni avec le contenu ni avec la tenue de la réunion, que il ne viendra certainement pas, que d'autres m'ont répondu qu'ils ne viennent pas, etc. Malgré tout, cette réunion s'est tenue. Il y a eu Samir Aïta qui est venu assister, et puis donc moi-même j'ai dirigé cette réunion, et je peux vous dire que j'ai passé mon temps à engueuler avec tout le monde pour qu'ils laissent s'exprimer les gens librement. Donc en fait, il y avait tout un tas de personnes qui étaient d'accord avec ou qui étaient partisans de Burhan Ghalion, mais qui empêchaient les autres de s'exprimer, et qui commençaient tout de suite, à chaque fois que quelqu'un exprimait un point positif par rapport à la Syrie actuelle, il était traité de traître, il était traité de suppôt du régime, de chabih, etc. Enfin, c'était d'une violence incroyable. Et la réunion a quand même duré de 3h de l'après-midi jusqu'à 10h du soir. On a continué à discuter. Et au bout d'un certain temps, il y a eu un groupe qui est resté, qui discutait, mais les autres sont partis, en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont été découragées, qui sont parties. On est resté un noyau de personnes qui voulaient débattre et discuter, etc., qui disaient effectivement, on ne sait pas travailler ensemble, il faut qu'on le fasse. Bon, ça c'est un point qui est sans doute secondaire, mais par la suite, donc, il y a eu une réunion qui a été organisée par Alain Juppé à l'Institut du monde arabe, donc au mois aussi, à laquelle il avait invité tous les diplomates arabes, tous les diplomates français dans les pays arabes, d'un côté, et de l'autre côté, il y avait les jeunes, soi-disant révolutionnaires, entre guillemets, de l'Égypte, de la Tunisie, de la Syrie, soi-disant. De la Syrie, il y avait personne, il y avait une seule personne qui était Hind Aboud. Il y avait les jeunes, les soi-disant révolutionnaires de la Libye. Par contre, il y avait le ministre de l'information jordanien, oui, et le dirigeant de la radio Al Jazeera et le dirigeant de la radio Al Arabiya, dont on connaît quand même les appartenances. Al Jazeera c'est Qatar et Al Arabiya c'est l'Arabie Saoudite. Il y avait le parti Ennahda qui était là,
Et puis pour le Maroc, il y avait des représentants du Parlement, donc des représentants officiels du pouvoir royal. D'accord. Donc ce qui était frappant, c'est que tous les pays qui sont des royaumes étaient représentés pas officiellement par des membres du pouvoir, alors que toutes les républiques étaient représentées par des jeunes entre guillemets révolutionnaires qui voulaient faire chuter ces régimes et qui voulaient reprendre le pouvoir. D'accord. Ouais. C'est quand même paradoxal. À la fin de la journée, Alain Juppé, cette journée a duré bien sûr de 9 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. À la fin de la journée, Alain Juppé déclare qu'il était très intéressé et que désormais il découvre que la politique française a été très erronée et que désormais il va falloir traiter avec les frères musulmans puisque soi-disant, selon lui, les peuples veulent les frères musulmans. Ah oui. Donc ça Alors, c'était vraiment quelque chose qui a été le 16 avril à la réunion de l'Institut du monde arabe organisée par Dominique Baudis et directeur de l'Institut du monde arabe à l'époque, donc 2011, et Alain Juppé. alors c'est Voilà. très important. Donc j'ai assisté à cette réunion. C'est très important de ce que vous nous dites là, parce que c'est ce qu'on appelle les éléments ou les événements en coulisses que bien évidemment très rarement on a abordé. Donc vous disiez que ça avait l'air vous disiez que c'était assez secondaire, mais en réalité c'est fondamental. Alors bien sûr le temps tourne hein, malheureusement, mais c'est quand même des éléments très importants que vous nous avez donnés là, parce que ça nous permet de comprendre déjà l'état d'esprit dans lequel se trouvaient les autorités françaises déjà à l'époque. Déjà à l'époque. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je vous laisse tout continuer. à fait. D'ailleurs, il y avait tous les stratèges du Quai d'Orsay qui étaient là. Il y avait tous les responsables des centres d'études, etc., qui sont aussi par ailleurs des responsables des services de renseignement. Ah. Donc, ils étaient tous là, hein, c'est sûr. Et il y avait aussi des responsables de la coopération entre les pays arabes et la France. Donc, c'était vraiment une réunion plénière d'un tas de décideurs et d'acteurs français sur le terrain arabe et qui effectivement prenaient position. Hein, ils prenaient complètement position. J'ai oublié de signaler que la délégation libyenne appelait dès ce moment-là, en fait, il y avait une jeune nana qui était complètement voilée, qui réclamait une intervention militaire pour sauver, soi-disant, les femmes libyennes qui se faisaient, soi-disant, violer par l'armée de Kadhafi dans les rues. Donc là, moi, je n'ai pas pu pas seulement intervenir, mais pas l'engueuler complètement, mais en lui disant, mais tu demandes une intervention contre une intervention, le bombardement de ton pays. Elle m'a dit, oui, mais on est en train de nous violer, c'est le seul moyen de nous sauver. Et on découvre 2 mois plus tard que c'était des gros mensonges et que ça a été le début de la manipulation Bernard-Henri Lévy et Sarkozy pour faire accepter à l'Union européenne une intervention en Libye et un bombardement massif en Libye qui a tué 160 000 personnes déjà dans la première année, pour ne citer que, et qui a réduit effectivement la Libye en cendres pratiquement, et qui a abouti à la Libye d'aujourd'hui, qui est centre du terrorisme et plateforme d'agression contre tous les pays voisins. Donc, d'ailleurs, Essar, je dirais que les gens dont je fais partie avait déjà été scandalisé par la façon dont le dossier libyen avait été traité en Occident. Et quand les premiers éléments informationnels qui étaient de la propagande à l'époque déjà indiquaient que Bachar al-Assad commettait déjà des crimes, la réaction c'était que en fait
la propagande qui s'était occupée de la Libye était désormais en train de s'occuper de la Syrie. C'est pour ça que d'ailleurs un certain nombre de personnes comme moi ont pris tout de suite position en disant que c'est un remake, c'est les mêmes mensonges qu'utilisés pour l'Irak en 2003 avec les armes de destruction massive. C'est les mêmes mensonges concernant la Libye avec les soi-disant 6000 personnes qui devaient mourir par un bombardement du régime de Kadhafi, ce qui il n'y a jamais eu cette chose-là. Ça n'a pas empêché évidemment les pays qui ont bombardé la Libye d'outrepasser la résolution du Conseil de sécurité, hein, qui devait normalement se limiter à une zone d'exclusion aérienne au-dessus de Benghazi, hein, sauf erreur. Et là, dès que les premiers éléments médiatiques qui disaient que il y avait le régime de Bachar el-Assad était en train de tirer sur des civils à Daraa et compagnie, c'était évident que c'était un remake de ce qui s'était passé et en Irak en 2003 et en 2011 pour la Libye. Absolument, absolument. Sauf que pour la Libye, ça a été en fait l'ensemble des pays européens, l'ensemble des pays de l'OTAN qui sont intervenus, alors que pour l'Irak, il y avait juste les Américains et les pays de l'OTAN entraînaient les Américains et les Britanniques, oui. Alors que la France était contre l'intervention en Irak. Oui. Et il y avait d'autres pays qui étaient opposés effectivement à cette intervention en Irak. Et alors que là, c'était vraiment massivement, et avec Sarkozy qui a convaincu l'Union européenne et l'OTAN que tout le monde, et ils ont même réussi à faire une décision pour eux, en fait, du Conseil de sécurité pour une intervention qu'ils ont outrepassée, bien entendu, mais il y a eu une décision. Et ça, c'est vraiment et sur la base, effectivement, d'un dossier complètement faux, complètement inventé, qui était le dossier des personnes tuées à Benghazi et ailleurs, d'ailleurs en Libye, qui s'est avéré 2 mois plus tard, en août. Il y avait des gens du Human Rights Watch qui disaient que à cette époque, finalement, ils parlaient de 2000, 3000 morts, mais en fin de compte, il y en avait 18. Hein, et il y avait 18, 20 qui étaient morts et que de toute façon, excusez-nous, c'était impossible d'avoir une idée juste des chiffres et à ce moment-là. Et ils ont avoué en rigolant, en fait, dans une petite conférence qui avait lieu à l'IREMO, quoi. Je tiens aussi à rappeler à ce moment-là toute la mise en marche d'un système de contrôle, ou je peux dire de contrôle, pas de contrôle, mais en fait de propagande au niveau des idées. Cette institution qui s'appelle Institut IREMO, Institut de recherche et d'études du Moyen-Orient et de la Méditerranée, qui a été créé en février 2011, hein, avec comme responsable, c'était un peu des gens du monde diplomatique, mais comme responsable Jean-Paul Chadiolo, des membres du conseil d'administration, tiens, Basma Kodmani, tiens, Burhan Ralioun, oui. Toutes ces, comme par hasard. Et que cette institution se met à avoir tout d'un coup une activité frénétique pour faire la propagande pour le soi-disant printemps arabe, donc pour la Tunisie, pour l'Égypte, pour la Syrie, pour toutes ces personnes qui font des conférences, alors des conférences entre midi et 2 heures pour le public, des conférences à 6 heures, de 6 heures à 8 heures, des conférences toute la journée du samedi, des conférences toute la journée du dimanche. Ils ont même fait après, par la suite, des stages de l'université populaire, etc. Donc tout un tas de travail. De la même manière, l'école de sciences politiques, l'école des hautes études aussi, qui se met à faire aussi des conférences sur le printemps arabe, toujours dans le sens de soutien au printemps arabe et soutien aux idées du printemps arabe, etc. On a vu mais vraiment une pléthore de conférences, d'études, etc. Et comme on sait qu'en France, les gens ont envie de comprendre, donc ils fréquentaient
toutes ces conférences et ce qui a fait effectivement, c'est ça qui a créé l'opinion en France, je peux dire, et qui a fait que l'opinion des militants entre guillemets a été tout à fait en phase avec ce que l'État français voulait qu'ils pensent, hein, puisqu'il s'est donné les moyens pour les endoctriner. Et ça, c'est un travail très grave, je peux dire, et très important. C'est la première fois où on voit que, en fait, l'intelligentsia, qu'elle soit de droite, de gauche, etc., suit l'opinion gouvernementale mais en fait, elle applique tout ceci de manière très systématique. Et c'est ainsi qu'on a vu dans la presse, en fait, il n'y avait pas une ligne pour la Syrie qui apparaissait, et très vite, tous ces pays qui se gargarisent de défendre les idées démocratiques partout, la première chose qu'ils ont faite, c'était de suspendre la Syrie de tous les satellites et de toutes les chaînes. Donc, comme ça, la voix de la Syrie étant occultée, ils pouvaient effectivement raconter les mensonges qu'ils voulaient à propos de ce qui se passe réellement sur le terrain. Voilà. C'est très grave, en fait. Sans contradiction. C'est même de fait, pour quelqu'un qui est un petit peu attentif à tous ces détails-là, le fait de couper l'accès à l'information depuis la Syrie est déjà extrêmement suspect. Hein. Mais tout à fait. Si vous voulez bien, Essar Midani, est-ce que je vous laisse conclure concernant l'historique de cette guerre à l'intérieur de la Syrie, et puis on va tout de suite passer à l'actualité si vous le voulez bien. Merci. Oui. Alors pour l'historique, je tiens quand même à rappeler un certain nombre de points clés. Pour la Syrie, il y a plusieurs aspects. D'abord, il faut savoir que la situation en Syrie était une situation très stable. C'était une progression économique importante de 6 à 7% par an entre 2000 et 2011. Effectivement, et 2011, malgré l'embargo, je dirais tout à l'heure pourquoi c'était cet embargo, la Syrie n'avait absolument aucun centime de dette, zéro dette. Tout à fait. La Syrie produit ce qu'elle mange et mange ce qu'elle produit et produit toutes les denrées nécessaires à la vie du citoyen. C'était un pays aussi qui exportait des denrées vers 51 autres pays, y compris les médicaments, c'était aussi un peu le point où tout le monde venait faire ses emplettes parce que c'était le pays le moins cher de la région. Aussi enseignement gratuit, hautes études gratuites, hôpitaux gratuits, non seulement pour les Syriens, mais aussi pour toute personne qui venait se faire soigner. On vous demande jamais votre carte d'identité quand vous entrez à l'hôpital. Vous entrez, vous vous faites soigner, vous sortez avec vos médicaments. C'est ainsi d'ailleurs que pléthore de personnes des pays voisins, comme la Turquie, le Liban, la Jordanie et l'Irak, venaient se faire soigner dans les hôpitaux syriens, et qui étaient quand même parmi les hôpitaux les plus remarquables de tout le Moyen-Orient, bien équipés, avec des médecins qui sont très spécialisés et excellents. Donc ça, c'était un peu la situation de la Syrie en 2010. Alors sur le plan politique, la Syrie, pourquoi elle était sous embargo? La Syrie avait refusé l'agression de l'Irak, l'agression américaine de l'Irak en 2003. Suite à cela, il y a eu une visite de Colin Powell qui est venu en Syrie pour exigeant un certain nombre de choses du président Bachar al-Assad, notamment de couper les relations
couper les liens avec l'Iran, couper les liens, ne pas accepter les chercheurs irakiens comme en Syrie, ne pas accepter les professeurs et les chercheurs irakiens pour travailler en Syrie. Je tiens à dire aussi, la Syrie a accueilli 1,5 million d'Irakiens, presque 1 million de Libanais en 2006, plus les Palestiniens, plus les Koweïtiens. Oui. Lorsque le Koweït a été aussi envahi par l'Irak, toutes ces personnes ont été acceptées en Syrie en toute dignité. Jamais une tente n'a été mise et jamais la Syrie n'a mendié sur le dos de ces réfugiés qui n'ont jamais été accueillis comme réfugiés. Ils ont été accueillis comme nos frères et tout le monde a été scolarisé, hospitalisé, etc., traité comme tout Syrien dans ce pays. Donc ça c'est un point qui était que l'Occident, en fait, l'Occident en voulait à la Syrie pour ça. Le deuxième point, donc encore les points que Colin Powell a exigé, c'est de reconnaître l'État d'Israël, de couper les ponts aussi avec la résistance palestinienne et avec la résistance libanaise, et donc de reconnaître l'État d'Israël. Bien entendu, ça a été un refus total à ces demandes, ce qui a fallu effectivement à la Syrie et au président Assad la haine Oui. des Américains. Et donc ils ont commencé à agiter l'histoire de la présence syrienne au Liban tout de suite après. Tout de suite après, en 2005, l'assassinat de Rafiq al-Hariri, premier ministre libanais, qui a été d'ailleurs annoncé une demi-heure avant son vrai assassinat par une radio israélienne, et a été mise sur le dos du président syrien. Oui. Donc, et puis par la suite, donc il y a eu tout un tas de pressions internationales, des procès, des cours internationales, etc., qui visaient effectivement de porter atteinte au président Assad d'un côté, à Hezbollah de l'autre côté. L'attaque 2006 a été pratiquement une vengeance aussi contre la résistance libanaise, et à la suite de laquelle elle en est sortie victorieuse et encore plus forte, et la relation entre la Syrie, la résistance libanaise et la résistance palestinienne a été renforcée par cette agression 2006. Oui. Il y a eu par la suite une agression 2008 contre Gaza, et par la suite, à la suite de laquelle Gaza a tenu aussi grâce au soutien syrien et au soutien du Hezbollah. Oui. Donc en fait, tous ces faits accumulés ont fait effectivement que l'Occident en a gros sur la patate, je veux dire, par rapport à un pouvoir qui n'accepte pas les dictates et les dictates américains en fait, oui. ou américano-sionistes si on veut dire, mais qui continue à avoir une décision indépendante basée sur la souveraineté nationale et sur la sauvegarde du pays et de toute souveraineté et de toute indépendance dans la décision. Donc ceci fait que effectivement il y avait cette volonté de casser la Syrie, de détruire sa structure, l'infrastructure. Il y a un point important, je peux dire quand même, le président Assad a été invité 2 fois en France. La dernière fois a été en décembre 2010, et en décembre 2010, il a été invité avec sa femme d'ailleurs en grand président pour faire pression encore une fois sur lui, pour faire accepter tous ces faits, mais en plus aussi l'acceptation de signer les accords d'association. Et le premier article de ces accords d'association étant de mettre les denrées, d'ouvrir
les portes de la Syrie aux denrées européennes et de mettre les denrées syriennes produites localement au prix international, chose qui a été systématiquement refusée par le président Assad en disant de toute façon si je fais ça, mon peuple meurt. Et si nous on produit à tarif qui doit être à la portée du citoyen syrien, c'est pour nos citoyens. Et c'est pour que tout le monde puisse manger à sa faim et que tout le monde puisse se soigner. Donc ça a été un refus total et c'est ça qui a occasionné cette volte-face de l'Occident rapidement en 2011 par rapport à la Syrie et par rapport au président Assad qu'il pensait être un jeune président qui pourrait céder à la pression et en fait il s'est avéré quelqu'un qui est très lié à la cause de son peuple et qui n'accepte pas toutes ces pressions.